Les amis, on commence. FAQ d'Emmanuel Macron. Il répond sur ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'il va exclure ou pas de mettre des soldats en Ukraine, des soldats français? Est-ce qu'il va pouvoir montrer les muscles contre un Poutine qui ne veut pas s'arrêter? Réponse maintenant. Et cela depuis près de 3 ans. Attendez, je crois qu'il y a un problème technique. Ah, ça commence. Attendez. Et donc, ce sont les aléas du direct. Ah, streamer. Donc, s'il y a un problème technique, je vais m'arrêter pour reprendre. Ouais, je suis un technicien. Wesh. Mais c'est quoi ça? Eh, ça commence bien, les mecs. Est-ce que ça marche chez vous? Ça marche ou pas? Mais Macron, il est pas streamer, il veut pas combler les blancs. Genre, parle, mon gars, sois normal. Mais comble les blancs. Ouais, tu vois son regard, non, c'est trop une dinguerie. Vas-y, je vais accélérer un peu. Je commençais par là, mais vous m'avez apparemment pas entendu au début de l'échange. Au fond, les cartes disent parfois mieux que beaucoup de choses. Cette Mais la carte, elle est à l'envers, imbécile. carte, c'est celle, en effet, de l'Ukraine. Vous la voyez? Les zones HU. Non, elle est pas à l'envers, c'est moi, je suis un connard. Elle est à l'envers ou c'est moi qui suis un connard? Non, je sais pas. Non, je crois que c'est moi le connard. Ce sont celles que la Russie a conquises dès 2014. C'est sa première guerre d'agression. Mais non, elle est à l'envers. Ensuite, on a eu les accords de Minsk. La France, d'ailleurs, a été chargée de son suivi avec l'Allemagne. Et ça a été un cessez-le-feu, des discussions politiques. Ouais, c'est le miroir, c'est le miroir. Nous espérions, et nous avons vraiment produit beaucoup d'efforts pour que les choses se stabilisent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2022, lundi, ça fera 3 ans jour pour jour, la Russie a lancé une guerre d'agression. Elle avait massé des troupes tout au nord et à l'est de l'Ukraine, des centaines de milliers d'hommes, et elle a envahi. Elle est d'ailleurs descendue jusqu'à Kiev, on l'a oublié aujourd'hui. Février 2022, la Russie nous dit on va mener une opération spéciale, ça durera 3 semaines, on va envahir l'Ukraine. Alors 3 ans après, c'est un échec de la Russie, parce qu'elle ne l'a pas fait. Elle a commis le pire et des crimes de guerre terribles à Boutcha, mais l'Ukraine, par la bravoure de ses soldats, son organisation a complètement repoussé au nord du pays. Et depuis 3 ans, on a en effet la guerre dans cette zone que vous voyez, qui est en rose un peu plus foncé. Et ce qui est limité en jaune là, eh bien, c'est ce que la Russie veut conquérir en quelque sorte. Et donc vous voyez que depuis 3 ans, c'est sur un petit, au fond, théâtre de jeu que les choses se passent. Mais cette guerre est terrible parce qu'elle fait depuis 3 ans, en ce moment même, environ 1000 morts par jour. 1000 morts sur par le théâtre jour. d'opération. 1000 morts par jour, de part et d'autre. Ce qui fait 1000 morts et blessés par jour, de part et d'autre. Ce qui fait que depuis le début de cette guerre d'agression lancée par la Russie, on a environ 1 million de morts et de blessés au total. Donc le bilan humain, vous le voyez, est colossal. Alors nous, dès le début, qu'est-ce qu'on a fait? On a sanctionné la Russie parce qu'elle a lancé cette guerre d'agression. Elle ne respectait pas le droit international, elle nous menaçait. On a tout de suite réagi dès le lendemain. Et puis on a aidé l'Ukraine. Mais on s'est toujours donné une règle. Aider l'Ukraine à résister, mais nous ne sommes pas partis de cette guerre et on ne veut pas d'escalade. Depuis 3 ans, cette situation est là. L'Ukraine a formidablement résisté, mais la situation est évidemment très préoccupante. Quel est notre objectif? Une paix durable et solide. Une paix parce que vous le voyez bien, ça ne peut pas durer. Et en quelque sorte, l'Ukraine ne peut pas reconquérir par la voie militaire ses territoires. Et la Russie ne peut pas, par une voie militaire, aller beaucoup plus loin. Et le bilan humain est énorme. Et donc nous, notre objectif, c'est d'avoir la paix, mais une paix durable, c'est-à-dire une paix qui permet à l'Ukraine d'être stable, d'avoir des garanties de sécurité, d'avoir le droit international qui est reconnu, une paix qui soit négociée par les Ukrainiens, et comme on le voudrait pour nous-mêmes si ça nous arrivait, un plan de reconstruction, etc., etc. En même temps que la Russie a fait tout cela, elle s'est réarmée. Plutôt, elle a accru son armement. Et ça, c'est quelque chose qui s'est accéléré dans les dernières années. Elle a produit un effort de guerre considérable, ce qui fait que la Russie aujourd'hui, elle investit dans la production des armements 10% de son produit intérieur brut. Nous, en France, c'est 2%. Et on a quasiment doublé notre budget depuis que je suis là. Donc, vous voyez l'effort qui est produit. C'est beaucoup plus que tous les autres pays. Et c'est à nos frontières, aux portes de l'Europe. Donc, c'est une menace en soi. Et la Russie, pour vous donner là aussi quelques chiffres, mais elle a des capacités aujourd'hui qui se sont développées.
et qui sont considérables. Je vous mets là les chiffres du ministère des Armées, mais je peux vous les dire. C'est 1 300 000 hommes, 8 000 blindés, 1 200 avions de combat, 900 hélicoptères. Et elle continue de produire. Ce qui fait qu'au-delà du théâtre ukrainien, la Russie est une menace pour les Européens si elle continue à être aussi prédatrice. Et en fait, elle l'est. Parce que ces dernières années se sont multipliés les assassinats d'opposants politiques, les actes terroristes sur le sol européen, chez les Britanniques par exemple, des menaces Hein? Attends, il a dit qu'il y a des attaques terroristes sur le sol britannique de la part de Russes? Attends, mais j'ai pas la data, moi. What? qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire pousser Ah ouais? des migrants à la frontière pour déstabiliser un pays, ce qui a été fait ces derniers mois encore à la frontière avec la Pologne, La Pologne, ouais. des attaques cyber massives à Cherche peu près partout en Europe, des manipulations d'élections, comme en Roumanie. Et puis la Russie, elle a changé de posture ces Novitz. dernières années parce qu'elle a accru sa menace à notre égard. Je vais vous donner 2 choses très simples qui ont été impensables il y a même 3-4 ans. Elle a décidé ces derniers mois, sur le front ukrainien, Ah ouais. d'impliquer plusieurs milliers de soldats nord-coréens. Et ça, c'était impensable pour nous, mais c'est arrivé. Et donc, elle a de fait mondialisé ce conflit. Et puis autre chose, elle a accru sa coopération avec l'Iran. Parce que l'Iran lui a donné des drones, des instruments pour se battre qu'on voit sur le théâtre ukrainien. Et en même temps, elle a aidé l'Iran à s'équiper, s'armer, et elle a aidé l'Iran dans son programme nucléaire. Et ça, c'est très grave pour notre sécurité et la sécurité de beaucoup de nos amis. Donc au total, une guerre terrible, c'est la responsabilité de la Russie. Une Russie qui a accéléré son réarmement et son agressivité, qui est une menace pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Notre premier allié, plus puissant de notre alliance, qui est l'Organisation transatlantique Nord, l'OTAN, eh bien, a dit pendant sa campagne, c'est ce qu'a fait le président Trump, Oula. cette guerre est terrible, elle est ridicule, je vais la régler en 24 heures. Et donc la crainte de tous à ce moment-là, ça a été de dire, c'est la régler en 24 heures, si c'est abandonner l'Ukraine, c'est terrible pour nous. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le droit international n'est plus respecté sur notre continent, ça veut dire que c'est une défaite stratégique vis-à-vis de la Russie, pour les Européens et pour les Américains, et ça veut dire que la Russie prendrait en plus possession d'une grande armée de l'Europe, l'Ukraine, et puis pourrait aller encore plus loin et serait inarrêtable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'agir diplomatiquement. Dans ce bureau même d'où je vous parle, au mois de décembre dernier, j'ai reçu le président Trump et le président Zelensky pour qu'ils puissent se parler et pour convaincre le président Trump en lui disant « on veut la paix, on pense comme vous ». Mais cette paix, en fait, il faut qu'elle soit durable et qu'elle prenne en compte donc les intérêts Donc là, il pose des questions et ne prend même pas le temps de lire la réponse. Mais de quoi tu parles, toi? De quoi tu parles? Tu parles du truc du Britannique, mais j'ai lu la réponse. Je suis en train de taper sur... J'ai tapé sur Google, espèce d'imbécile. J'ai déjà ma réponse, t'es bizarre, toi. Allez, reviens dans 1 heure, imbécile, va. Il est con ou quoi, lui? des Ukrainiens et des Européens, parce que nous sommes vos alliés, parce que vous ne pouvez pas être faible à l'égard de la Russie. On a beaucoup travaillé entre Européens, entre alliés, avec aussi le Canada, la Norvège, l'Islande L'Islande. et plusieurs autres. Et on a essayé justement comme ça de bâtir des propositions. Il y a eu une accélération ces dernières semaines. Reprise des contacts directs entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, des propos qui ont parfois inquiété, un doute sur le soutien durable des États-Unis à cette alliance et à sa présence en Europe. Tout ça a beaucoup inquiété les Européens et a créé du trouble, il faut bien le dire. Et c'est pour ça que nous nous sommes activés, que j'ai réuni. Vous voyez, les gars, quand je vous dis que Trump, c'est un personnage imprévisible, regardez comment il panique, les Européens. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière, les mecs. Je vous ai dit, c'est une nouvelle manière de faire de la politique, de la géopolitique. C'est Donald Trump, les gars. C'est Donald Ici, Trump. plusieurs Il a Européens tout dès lundi, bousculé, hein. que j'ai parlé à tous les autres Européens, des non-Européens aussi alliés, je vous Il a disais, tout les bousculé. Canadiens, les Norvégiens, les Britanniques évidemment, les Islandais, et que j'ai ces derniers jours ainsi consolidé les choses, et puis parlé aussi à plusieurs reprises, et au président Trump, et au président Zelensky, que j'aurai d'ailleurs tout à l'heure à 20h. À Et au fond, 20 quel heures. est notre objectif? Il est très simple. Premièrement, on doit tout faire pour remettre en quelque sorte la discussion sur le bon rail. Et au fond, nous voulons la paix, mais on ne veut pas un cessez-le-feu qui soit une capitulation de l'Ukraine, parce que ça, c'est dangereux, et ça, on sait que ça conduirait à une Russie qui va plus loin. On l'a déjà vécu. Moi, je l'ai vécu, j'ai eu à le suivre. Donc, on veut les conditions, Lui, il l'a une pression suffisante, une exigence à l'égard de la Russie et de l'Ukraine pour que on ait une paix durable, qui soit compatible avec le droit international,
qui ne soit pas négocié sans les Ukrainiens, parce que c'est pour eux, où les Européens soient autour de la table, parce que c'est notre sécurité collective, et qui nous donne des garanties solides pour l'avenir. 2, nous, Européens, on doit augmenter notre effort de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a du doute, il y a du trouble, parce qu'on a cette situation d'accélération et de la menace russe. Et puis, on a aussi des États-Unis d'Amérique qui nous disent, et il faut l'entendre, on a trop payé pour vous, on veut que vous preniez plus votre part du fardeau. Et nous, on a aussi d'autres priorités géostratégiques, la Chine et ailleurs. Et donc là-dessus, on peut en quelque sorte s'entendre avec les Américains. Alors nous, Français, en vérité, on l'a déjà fait, on est l'armée la plus efficace d'Europe. On a beaucoup réinvesti, comme je vous l'ai dit, ces dernières années, depuis que je suis président. Puis on a fait des choix historiques. Nous, on a la dissuasion nucléaire, ce que l'on... Les gars, est-ce que c'est faux ça, hein? Enfin, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que moi j'ai vu un classement comme quoi l'Italie a une meilleure armée que nous, ainsi que les Britanniques. Genre l'armée française, l'armée professionnelle française, elle est un peu en dessous. Donc moi je suis pas... J'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas. On a véritable... En dehors de l'arme nucléaire, est-ce qu'on a véritablement une armée professionnelle au taquet? Parce que moi on m'a dit vraiment que l'Italie, ils sont chauds sur ça, hein. On est chaud? Ok. J'ai pas envie de sous-estimer mon pays, les mecs, hein. Mon pays, c'est la France. J'ai pas sous-estimé mon pays quand même. La Pologne, ils sont 200 000 par rapport à nous. En armée professionnelle. Parce que moi, j'exclus les réservistes en quelque sorte. J'exclus les réservistes. Je ne prends que l'armée professionnelle. Beaucoup d'unités réputées partout dans le monde, en tout cas. Bonsoir. Salut, la poubelle du parc Astérix. On est chaud quand même. Vas-y, je vous crois, les gars. Je vous crois. Pas les autres en Europe. Les Britanniques l'ont avec nous, mais ils sont plus dépendants des Américains. Et nous, dans toutes les capacités du jeu, on est vraiment indépendants. Merci Kabil pour le Mais nos partenaires européens ont progressivement réinvesti ces dernières années, mais pour beaucoup, dépendent encore des Américains. Et donc, au fond, premier objectif, bien négocier pour une paix durable en Ukraine et défendre nos intérêts. Deuxième objectif pour nous-mêmes, eh bien, on doit monter la posture, on doit dépenser davantage, mieux, en Européens ensemble, et prendre très rapidement des décisions au niveau national et européen pour avoir une Europe plus autonome, plus forte, parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Mais vous voyez, Trump, il va être malin dans ça, les mecs, parce qu'il veut se désengager de l'Ukraine parce qu'il estime qu'il a perdu énormément d'argent. Et ce qui va se passer, c'est que comme l'Europe va prendre la part des États-Unis, ça va se traduire par quoi? Les Allemands qui vont acheter du matériel américain, les Polonais qui vont acheter du matériel américain, et peut-être même nous, Français, malgré notre industrie militaire, il y a des chances qu'on achète aussi du matériel américain. Les Italiens, c'est pareil aussi. Bah oui, les mecs, hein, franchement, Trump, il est très malin. Et encore une fois, je le répète encore une fois, comme ce mec, il est ultra patriote, il pense qu'aux Américains d'abord, est-ce que ça va se traduire par une augmentation du pouvoir d'achat des Américains? Est-ce que la classe pauvre va gagner en pouvoir d'achat? On le verra à la fin de son bilan, les mecs. On verra à la fin de son bilan. Non, parce que Trump, c'est un petit malin. Mais on ne sait pas si sa politique isolationniste... Attends, isolationiste, ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle va fonctionner ou pas? On verra. Hein. Voilà, ça c'est l'objectif du moment, des prochains jours pour l'Ukraine, mais dès maintenant, on doit accélérer. Ce qui fait que, et c'est pour ça que je voulais aussi que les forces politiques soient conscientes de cela, je voulais vous en parler, on va avoir eh bien, des initiatives diplomatiques à prendre, un plan à vraiment concevoir. Je pensais qu'on pouvait produire nos armes par nous-mêmes, Dofla. On peut le produire par nous-mêmes, les mecs, mais comme le calendrier il s'accélère, on a besoin d'acheter ailleurs rapidement. Par exemple, je crois que la France va passer un contrat aussi pour acheter des armes indiennes. Les mecs, on est là. Franchement, j'ai rien contre l'Inde, hein, les mecs. Hein. Je suis pas dans un délire bizarre de ouf avec l'Inde. Mais acheter du matériel indien alors qu'on a une industrie militaire forte, c'est bizarre quand même. Hein. Je trouve ça bizarre. Voir avec les Ukrainiens, mais avec l'ensemble de nos partenaires européens et alliés. C'est ce plan qu'on va discuter aussi avec les Américains pour essayer de bâtir cette paix solide et durable avec les Ukrainiens autour de la table. Et puis, on va devoir faire des choix. Et donc, au fond, le message que je veux vous passer, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. Ils nous achètent des armes, en tout cas, ils vont nous acheter 26 rafales, les Indiens. Ça avait déjà commencé, en vérité, depuis plusieurs années, progressivement, parce que ça fait une quinzaine d'années que les États-Unis d'Amérique nous disent à plusieurs reprises, nous ne sommes plus, vous n'êtes plus notre priorité. Et je respecte cela. Il y a eu la période de pandémie où on a vu parfois aussi des moments où notre dépendance nous coûtait. On l'a vécu depuis 2022, où il y a quand même eu un sursaut européen, sous présidence française, à Versailles en particulier, au sommet qu'on avait fait. On rentre dans une nouvelle ère.
on est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Genre, je suis tombé sur une fake news. Non, ça marche. Ils achètent. Non, on va pas acheter d'armes aux Indiens. Ok. Ah, je suis rassuré. Ok, c'est bon, je suis rassuré. Je suis tombé sur une fake news. Mais putain, heureusement que je vérifie quand même. Hein. Ce que nos aînés, nos grands-parents ont eu. C'est-à-dire un monde en paix où on pouvait, en Calma, quelque calma, sorte, ouf, calma, réfléchir calma, pour calma. nous-mêmes dans un monde où... Non, mais les gars, je sais que l'Inde a une armée puissante. J'ai pas envie de sous-estimer les Indiens, les mecs. Mais c'est bon, les gars. On a assez dépensé d'argent comme ça, les mecs. C'est bon, les gars. Venez, on achète, on produit. Enfin, venez, on produit chez nous. C'est bon, les gars, c'est vrai. On a des partenariats militaires avec les Indiens, par contre. Oui, oui, je sais. il n'y avait plus de risque. Le risque est là. Et donc, ce qui veut dire que nous, Français, on a une armée forte. Je vous l'ai dit, c'est la plus efficace d'Europe. Et on y a passé beaucoup d'énergie, de temps, et on y a mis beaucoup d'argent ces dernières années. Et on a des femmes et des hommes extraordinaires qui sont engagés. Mais on rentre dans un moment où Pas on moi, va hein. devoir, en quelque sorte, avoir encore plus de force d'âme et lever la posture en T'es prêt à raison de aller te tous ces battre de risques. fla? Non, t'es un ouf. On va devoir réinvestir encore plus, Français et Européens. Et on va devoir renforcer notre défense et notre sécurité. C'est pas que les armées, c'est renforcer notre sécurité cyber, renforcer notre sécurité sur nos réseaux sociaux, nous protéger des interférences et des attaques, renforcer en quelque sorte notre force d'âme comme nation et nous consolider. Et le faire pour nous-mêmes en tant que Français, et le faire en solidarité avec les Européens parce qu'on partage les mêmes intérêts de sécurité. Et être ce pilier européen fort au sein de l'Alliance transatlantique qui, j'espère, restera unie. Mais c'est une nécessité. Voilà, je sonne un peu le tocsin ce soir, c'est pour ça que je voulais vous parler et puis répondre à toutes vos questions, parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Et elle va nous imposer des choix. Et donc on va devoir aussi revisiter nos choix budgétaires. Si les Russes les envahissent, est-ce que tu vas te battre? La réponse sera toujours la même, les mecs. Ça sert à rien de me poser la question 36 000 fois. La réponse sera toujours la même. Allez demander au fils de Bernard Arnault s'il va aller se battre si la France se fait envahir par un pays. Allez demander aux fils de milliardaires s'ils vont le faire, les gars. Nos priorités nationales. Allez leur poser la question. C'est des ouf. Je vais maintenant plutôt répondre à vos questions. Je voulais un peu cadrer les choses et vous donner à la fois les informations et ma lecture des choses. Je vais maintenant répondre aux questions qui m'arrivent. Oh, il a pris son téléphone. Et que je reçois. Alors, j'ai Wekche sur TikTok qui met... Ah, TikTok. Est-ce vrai, d'après le chef d'état-major, si jamais la guerre était déclarée, chaque Français de 25 à 60 ans doit obligatoirement rejoindre l'armée? Non, c'est faux. Oh. Ça, c'est une fake news, comme on dit en bon français. Je ne sais pas d'où ça sort, mais le chef d'état-major, je le vois tous les jours. Il était ce matin, à ma demande, il a fait un briefing aux forces politiques. Il n'a jamais dit ça. Nous avons ce qui s'appelle une armée de métier, avec des femmes et des hommes qui sont entraînés, aguerris. On a des équipes. Voilà, on n'est pas dedans, les mecs. On peut respirer, je peux continuer mon métier du streaming. On est tranquille. Très sophistiqués. On a la dissuasion nucléaire. Et donc, si le pire devait advenir et que nous étions menacés, c'est absolument pas ce qui se passerait. Ok. J'ai ensuite GAB sur TikTok. Monsieur le Président, sommes-nous réellement prêts à agir si la Russie vient à devenir agressive avec l'Europe tout entière? Alors, c'est une bonne question. C'est évidemment celle qui est derrière tout ce qu'on est en train de faire. Je vais vous dire, la Russie, elle est déjà agressive avec l'Europe tout entière. Ça a commencé et ça s'est intensifié. Il y a Nord Stream aussi, ouais. Je le disais, elle aide l'Iran, qui est une menace. Les mecs, d'ailleurs, on est d'accord que le sabotage de Nord Stream, c'était les Américains qui ont fracassé le gazoduc. Comment ça se fait que nous, Européens, on s'est couchés par rapport à ça? Surtout les Allemands, les mecs. Les Allemands n'ont rien dit sur le fait qu'on a saboté leur bail. C'est pas une folie, les mecs. En vrai de vrai. D'ailleurs, il y a eu des choses qui ont été rapportées. J'ai plus les sources, les mecs, hein, c'est en anglais ou je ne sais pas quoi. Mais ça a été rapporté par pas mal de youtubeurs, entre guillemets. Il y a des rapports comme quoi les Allemands avaient déjà été prévenus par les Américains de casser le contrat avec les Russes. Sinon, il va y avoir quelque chose sur vos gazoducs, on va vous les fracasser. Les mecs, honnêtement, je comprends pas pourquoi les Européens n'ont pas agi. Les Américains ne sont pas nos alliés, j'ai l'impression, les mecs. Hein. On nous met un pressing depuis un moment, les Américains ne sont pas nos alliés, wesh. Elle met des soldats nord-coréens sur le sol européen. Elle a une armée très forte. Elle nous attaque sur l'information, le cyber, la migration. Mais exactement, Maurice, je suis d'accord avec toi. C'est une menace dans le spatial. Elle a eu des actions très agressives dans le spatial. Elle nous déstabilise, elle attaque nos intérêts en Afrique. Elle nous provoque, elle nous teste en mer comme dans les airs.
Elle a cet effort de guerre que j'évoquais. Donc oui, elle est déjà en quelque sorte dans ce qu'on appelle une guerre hybride, c'est-à-dire qu'elle nous attaque, nous teste, nous conteste dans à peu près toute la gamme du jeu. Si elle devait monter, d'abord, nous Français, ne l'oubliez jamais, nous avons la dissuasion nucléaire. Et donc, ça repose sur vraiment les armes de la dissuasion, c'est-à-dire qu'on a des capacités autonomes. J'ai l'article, les gars, je vous envoie En l'article. tant que chef si ça des vous armées, intéresse. j'ai la responsabilité. Je vais vous partager des petits trucs comme ça, les mecs. Je vais vous partager des petits trucs à gauche, à droite, si ça vous intéresse. Après, c'est pas le seul article. L'article qui parle du sabotage, c'est un journaliste qui avait accusé les États-Unis d'avoir saboté Nord Stream 1 et 2. Celle-ci avec une doctrine qui est Attendez, je vais établie. essayer de vous en partager Je d'autres. regarde les intérêts vitaux de notre pays. Et donc ça dissuade normalement les attaques de la part de pays qui seraient trop agressifs avec nos intérêts nationaux. Mais évidemment, la Russie peut tout à fait décider demain d'attaquer, d'être plus agressif, surtout s'il devait y avoir une mauvaise paix en Ukraine ou une défaite. À coup sûr, elle irait provoquer d'autres pays européens, membres de l'Union européenne ou pas. À ce moment-là, nous aurions à réagir. Alors oui, nous sommes prêts, c'est tout le sens de l'effort qu'on fait dans le cadre de l'OTAN. On a d'ailleurs des forces qui sont prépositionnées un peu partout. Et la France est dedans. Je montre cette petite carte avec nos efforts. On a 2000 soldats, au moment où je vous parle, on a 2000 soldats dans l'OTAN et qui sont prépositionnés sur ce front de l'Est. Eh, ça me fume, wesh. Et il y a évidemment Les ça, cartes c'est à la l'envers, ça me contribution fume. des Français, en particulier en Roumanie, où j'ai décidé qu'on se déploie dès février. Mais il y a toutes les forces alliées, beaucoup de forces américaines. C'est la Suède d'Ofla, je crois que ça s'est passé dans leur mer et ils ont confirmé que c'est les États-Unis, je crois. Ah bon? Mais tu dis, c'est confirmé et après tu écris, je crois. T'es con, quoi? D'ailleurs, qui sont là-bas. Et donc oui, nous sommes organisés pour riposter et tous ces pays et les Européens et Je les crois. alliés sont forts. Et ils sont forts parce qu'on a monté la posture et parce qu'on a notre allié américain aussi, il faut le dire, qui Allié. représente à peu Oui, près bon. un tiers de cet effort. Et ce qu'il nous dit, c'est j'ai besoin que vous preniez davantage. Et donc, à court terme, on sait le faire. Après, Macron, là où il avait raison, et je sais pas si. Enfin, après, les Polonais, ils sont pas trop en retard par rapport aux autres pays, mais Macron, il avait prévenu que ça fait un moment qu'il nous sort le discours de il nous faut une Europe un peu indépendante par rapport aux États-Unis, ne pas être sous le parapluie américain, il faut continuer à augmenter nos dépenses militaires et tout. C'était l'un des seuls à avoir cette voie-là avec la Pologne et la Suède. Et t'as l'impression maintenant que tous les pays commencent à se réveiller petit à petit. Au final, ça lui donne indirectement raison, hein, parce que Macron, il reprend encore le même discours qu'il a eu l'année dernière. Et cette fois-ci, les Européens commencent à s'activer, parce que lui, il a senti que Trump, il allait arriver au pouvoir et s'est déjà engagé petit à petit de l'Ukraine. Je commence à... Ok, là, je commence à comprendre le karaté d'Emmanuel Macron. Pour nous-mêmes, à coup sûr. Pour les Européens... C'est logique, c'est juste tardif. Oui, exactement, c'est tardif. Exactement, exactement. Et il faut qu'on ait une stratégie à 5-10 ans, qui est nous, Européens, de faire davantage pour décharger les Américains, en quelque sorte, de cette part du fardeau et être encore plus autonomes. Mais la réponse est oui. On sait faire. Et on est prêt. Mais on veut tout faire aujourd'hui pour éviter. C'est tout le sens de la dissuasion. J'ai dvg.zslupvvs. Imagine, il y a un pseudo. Le pseudo, c'est NEGRO. NEGRO, le mec qui se trompe comme ça, genre normal. Non, ce serait trop une dinguerie. Sur TikTok, qui m'écrit « Bonjour, est-ce que ce conflit peut aller jusqu'à la 3e guerre mondiale ?» Oula. Je me méfie toujours des grands mots. En vrai, on a un conflit en Ukraine dans lequel les Russes, de fait, ont décidé de mondialiser les choses. Quand les Russes se battent avec du matériel iranien, qu'ils utilisent ce qu'on appelle des matériaux duaux, c'est-à-dire ils achètent des choses civiles, pas militaires, aux Chinois, puis ils les convertissent pour en faire des armes, et qui mettent des soldats nord-coréens en Ukraine, ben je vais vous répondre, les Russes, ils ont mondialisé la guerre en Ukraine. En quelque sorte, ouais. Donc, est-ce que ça se limitera à ce théâtre? Il faut l'espérer, c'est pourquoi je soutiens, moi, l'initiative d'avoir la paix en Ukraine. On est d'accord avec le président Trump. Il faut la paix en Ukraine. Simplement, on ne veut pas que cette paix soit une capitulation, on ne veut pas que cette paix soit simplement un cessez-le-feu qui ne serait pas respecté, on le sait, parce qu'elle renforcerait la Russie dans son agressivité et qu'elle sacrifierait le peuple ukrainien. Mais de fait, la Russie a mondialisé ce conflit et maintenant, on veut l'arrêter. C'est vrai, il avait souligné quelque chose, Emmanuel Macron, il avait dit en début de stream que si la Russie envahit l'Ukraine, mais qui réussit aussi à absorber l'armée ukrainienne, qui est une des armées les plus puissantes au monde, les mecs, hein, une des armées de terre, pardon, la plus puissante au monde,
ça peut être très dangereux parce qu'il peut ressusciter en quelque sorte l'ex-URSS avec les autres pays baltes. Baltes? Ouais, c'est ça, c'est baltes. Donc il a raison de le souligner, Emmanuel Macron, par rapport à ça. J'ai Novus Sordo sur YouTube qui met Monsieur Macron, allez-vous sacrifier des Sur YouTube. générations, la jeunesse européenne, en envoyant des troupes pour la souveraineté ukrainienne? Oh. Écoutez, on n'a jamais voulu mourir pour les Poldev par chez nous, souvenez-vous. Hein. Poldev? Simplement, les gens qui disaient ça après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé des puissances s'étendre et faire le deuxième conflit mondial. Donc non, j'ai aucune envie de sacrifier des générations. Mais moi, je veux être plus fort, plus dissuasif, être en termes de sécurité et de défense encore plus près pour éviter la guerre. Aujourd'hui, celui qui a décidé de sacrifier des générations de Russes et d'Ukrainiens, c'est Vladimir Poutine, par l'agression qu'il a lancée en février 2022. Et il en a de fait sacrifié déjà 1 million, et c'est 1 million de familles, et c'est terrible. Donc aujourd'hui, nous, notre intention, c'est qu'il y ait la paix. Et nous, depuis le début, nous n'avons jamais été dans l'escalade et on n'a jamais impliqué notre jeunesse dans ce conflit, ni nos armées. Mais pour qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait des garanties. Et donc ça veut dire que les Européens, les Américains, leurs alliés, doivent aussi dissuader la Russie de revenir et de reconquérir. S'il n'y a pas cette dissuasion, la Russie ne respectera pas sa parole. C'est ce qu'on a déjà vécu après 2014 et ce qu'on a appelé les accords de Minsk 1 puis 2 après la première guerre d'agression. Après, on m'avait dit que les Ukrainiens, ils ont pas respecté les accords de Minsk aussi. Hein. On me l'a souvent dit sur mon chat, les mecs. L'Ukraine. C'est ce qu'on constate par la pression russe qui est mise en Géorgie. C'est ce qu'on constate partout où est la Russie. Donc, mon objectif, c'est d'éviter justement un tel sacrifice, c'est d'éviter la guerre en étant engagé, en négociant une paix durable et donc en dissuadant la Russie d'aller plus loin. Si nous sommes faibles avec la Russie en lui concédant les choses, si nous ne nous réarmons pas et n'augmentons pas notre capacité à résister, alors nous aurons sacrifié notre jeunesse ou la génération d'après à coup sûr.